Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 90e numéro pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Vous connaissez maintenant la routine. On va revenir évidemment sur le match d'hier, le Classico, le 100e de l'histoire entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. On va y revenir évidemment tout au long du podcast parce que même si ce n'était pas un match grandiose, il y a toujours des choses à dire sur un match et on est là pour ça, pour débriefer pendant une heure cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Avec moi pour m'accompagner, ils sont là, l'équipe habituelle, ils sont au rendez-vous, les titulaires. Tout d'abord, Yacine Amnet qui est avec nous. Comment ça va, Yacine? Tout ça va bien, merci. Bon, est-ce que tu peux donner un petit teasing de ce que tu vas dévoiler dans ta séquence, dans ta minute tactique, sur en tout cas les points positifs et les points négatifs? Alors, je pense que les points négatifs seront bien abordés. Alors, les points positifs hier, dis-moi si ça en a vu. Ouais, malheureusement, il y a eu l'animation offensive qui reste très pauvre. Défensivement, en fait, il y a pas de bloc équipe. Chacun travaille un peu de son côté, c'est pas coordonné, c'est pas. Voilà, il y a un pressing qui est pas assez cohérent. Et je donnerai mon avis sur la projection vers Barcelone, parce que je pense qu'en fait, à un moment donné, il va falloir se positionner sur quelque chose de cohérent. Il y aura avec Marquinhos à la place de Kerrer, tu auras quand même moins de failles défensives quand même à mettre dans ta minute tactique. Ouais, En fait, il y a par exemple des attitudes individuelles qui sont meilleures parce qu'il y a Marquinhos. Mais globalement, en fait, collectivement, il y a des manques. J'en parlerai notamment le positionnement du bloc équipe réellement, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, les amis, vous découvrirez ça aujourd'hui dans la minute tactique de coach Yacine. Mousse également qui est avec nous. Comment ça va, Mousse? Bon, écoute, ça va bien. Moi, je n'ai rien à analyser en vidéo, mais, mais ça va. Je vais regarder la vidéo de Yacine avec beaucoup d'intérêt. Ça va toujours après une victoire contre Marseille, Mousse. Ouais, ça va toujours. Après, dans le contenu, c'est un peu inquiétant à 10 jours de Barcelone, je trouve. On en reparlera. Mais oui, il fallait gagner de toute façon. Donc, pour au moins rester collé à Lyon et Lille. Donc, ça, c'est fait. Pour le contenu, on a 1 heure pour en parler, justement. Donc, voilà. C'est là qu'on voit qu'on est peut-être plus amoureux du football que du Paris Saint-Germain en ce moment, je dis bien, parce qu'on en est à, voilà, même après des victoires, comme on analyse, voilà, évidemment, le jeu pendant une heure dans le podcast, c'est vrai qu'on est mitigé, mi-figue, mi-raisin. Est-ce que, je salue évidemment le troisième qui est avec nous, Nicolas Puravo. Salut Nico, est-ce que tu es un peu du même avis que Yacine et Mousse? Mi-figue, Ouais. le résultat, ok, le contenu. Bonjour à tous. Non, moi j'étais de super bonne humeur. Et puis là, ça y est, Yacine, il m'a plombé, m'a plombé le podcast là. Je vous l'annonce tout de suite, je suis au fond là. Alors que la dernière fois, c'était toi, Nico, qui n'était pas trop un peu pessimiste, etc. Et là, tu étais de bonne humeur. Moi j'ai le drapeau, j'ai tout qui est sorti là. J'hésitais à le mettre derrière. J'ai dit je vais quand même attendre un petit peu. Du coup, non, je vais rien sortir, hein. Donc non, ça va pas. Du coup, je suis désolé. Écoutez, c'est dans cette belle ambiance générale qu'on va commencer le podcast. Je le disais, évidemment, on va revenir sur la victoire hier au stade Vélodrome du Paris Saint-Germain. 2-0 pour la 24e journée de Ligue 1. Un but de Mbappé pour le 1-0 à la 8e minute sur un contre-éclair à la suite d'un corner marseillais. Et puis le 2-0 en première période également avec ce but de Mauro Icardi sur un centre de Florenzi. Icardi au duel avec Alvaro, mais l'Italien remporte son duel. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Au classement, statu quo pour les 3 premières places. Tout le monde a gagné ce week-end. Lille reste premier avec 54 points. Lyon est deuxième avec 52 points. Et le Paris Saint-Germain est toujours troisième avec 51 points. Donc toujours 3 points de retard sur le leader lillois. Et voilà, les deux équipes, en tout cas, ne lâchent pas. Au moins, on a une Ligue 1 un peu plus disputée que d'habitude, on est d'accord. Pour nous, enfin, pour les gens qui supportent le PSG, il y a un peu plus de compète. C'est déjà ça. Et c'est aussi, il y a un contexte aussi. Donc, sans le Covid et sans le manque de préparation, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça aussi. Non, mais on peut même pas se réjouir, Nico, d'avoir des équipes qui luttent un peu avec le Paris Saint-Germain pour les premières places. Si, c'est sympa, mais il faut juste être sûr que ces équipes sont au courant que vers la 30-32e, faut lâcher quoi. Sinon là c'est sympa. Ouais. Yacine, toi qui aimes bien la compétition, qui aimes bien le championnat d'Angleterre, etc., en Espagne où ça joue, où c'est disputé, là pour le coup en Ligue 1, pour une fois que c'est un peu disputé, c'est assez positif. C'est mieux que d'avoir déjà 15 points d'écart et de se faire, entre guillemets, chier à débriefer les matchs avec des victoires. Voilà. Émotionnellement, c'est mieux parce que du coup, on ne sera pas champion au mois de mars et on va voir si on a une équipe qui a ce qu'il faut pour aller chercher, parce que c'est très rare qu'à ce moment de la saison, Paris soit derrière. C'est arrivé deux fois, je crois, ou 3 fois depuis que QSI est là, donc c'est plutôt rare sur 10 ans.
Donc on va voir déjà s'ils ont les capacités d'aller chercher. Mais oui, parce qu'au moins, je pense on appréciera peut-être plus le titre comme ça, d'avoir été le chercher avec des concurrents, que de te dire, bon, bah, t'es champion, t'as 23 points d'avance. Et le mois de avril-mai où on s'ennuie, où Paris fait des matchs, voilà, c'est pas, on s'ennuie aussi, mais au moins il y a du suspense. Voilà, au moins la manière comptera cette année dans le fait d'avoir été chercher le titre, si jamais Paris obtient le titre. Deux petites stats avant de commencer le débrief. Paris a remporté 19 matchs contre Marseille, toutes compétitions confondues, sur l'RQSI, entamé à l'été 2011, avec 3 nuls et 2 défaites. Aucun club n'a plus perdu contre le club de la capitale sur la période, à égalité avec Saint-Etienne. Voilà, le Paris Saint-Germain aime bien se faire Marseille, on l'a vu. Et il s'agissait de la 100e confrontation entre Marseille et Paris, je l'ai dit tout à l'heure, et toutes compétitions confondues. Avantage Paris Saint-Germain, évidemment, largement devant, avec 45 victoires face à l'OM qui a 33 victoires et 22 nuls pour départager les deux équipes. Donc, net avantage du Paris Saint-Germain sur son homologue marseillais. Petite question pour commencer, Nico. Qu'est-ce que tu as pensé du match hier? La différence s'est faite en première période avec les 2 buts. Et puis le PSG a géré en deuxième. Est-ce qu'on pourrait le résumer comme ça, de façon assez simple? Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Bonne entame encore hier, où tu sens tout de suite une maîtrise technique largement supérieure. Je pensais qu'après les deux premiers buts, ça allait inciter l'équipe à se relâcher, à produire du jeu, à prendre du plaisir, à justement à essayer de se mettre un peu en configuration Barcelone. Et puis en fait, c'est encore tout le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire que une fois que le score est pris et encore plus une fois qu'il est assuré avec le deuxième but, bah on a une équipe qui arrête de jouer, qui bizarrement, mais en plus se positionne très bas, laisse le ballon à Marseille parce que pertinemment tout le monde est au courant que l'OM avec le ballon c'est pas dangereux. Et donc à l'arrivée, bah, on a un match qui est ennuyeux. Et on en parlera un peu plus tard, mais malgré cet ennui relatif, si les planètes sont bien alignées, c'est un match où tu peux gagner 6-7-0. Donc il va falloir encore une fois relativiser un peu tout ce qu'on va dire parce que c'est une équipe qui est dure à analyser parce qu'elle n'exploite pas son potentiel. Alors soit elle ne peut pas, je pense que ça va être un peu la thèse de Yacine, soit elle ne veut pas, c'est plus la mienne. J'ai vraiment le sentiment que cette équipe est en mode gestion jusqu'à Barcelone. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Justement, Yacine, Nico en parlait, c'est vrai qu'on l'a dit la dernière fois que c'est difficile à analyser des fois le jeu du Paris Saint-Germain. Ils alternent le bon et le moins bon. Là, hier, c'est surtout le moins bon, on va dire. On en a parlé en off, évidemment, du match. Tu n'étais pas d'accord avec Nico sur le fait que le Paris Saint-Germain est géré en deuxième période. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a des courses qui montrent que je ne suis pas persuadé qu'ils aient envie de gérer. Il y a des situations qui montrent qu'ils ont. Je suis pas persuadé qu'ils aient envie de gérer. Je pense simplement il y a un déficit de toute façon cette saison. Alors, je regarde beaucoup de matchs aussi à l'étranger et c'est pas forcément que Paris, hein. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté, beaucoup d'équipes qui sont en difficulté cette année physiquement. Donc, il y a moins d'efforts, il y a moins de maîtrise, il y a moins de choses cohérentes. Moi, je pense que réellement, cette saison, elle est tronquée quoi qu'il arrive au niveau athlétique. Alors, comme Nico, puisqu'on en a parlé aussi, je me pose la question de me dire, est-ce qu'il y a eu une préparation en janvier en se disant, il fallait remettre un coup avant d'arriver, et donc, tu es dans le creux maintenant pour reprendre d'ici une semaine, 10 jours. Euh, Moi, franchement, j'ai un gros doute là-dessus. Honnêtement, il y a trop de choses qui me montrent en fait que c'est pas qu'une question de préparation en janvier qui a été remise ou de gestion. Voilà. Maintenant, peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, hein, mais j'ai de gros doutes là-dessus. Mousse, si on regarde le tableau de bord du match, on voit qu'au final de tout le match, Marseille a eu la possession avec 53% de possession. Paris Saint-Germain à 47 évidemment. Marseille a tiré plus de fois que le Paris Saint-Germain et ça fait plusieurs fois cette saison que ça arrive. 13 tirs pour Marseille pour 4 tirs cadrés, seulement 9 tirs pour Paris et 2 cadrés, les 2 buts. Marseille a fait plus de passes, 551 passes, 483 pour le PSG, a fait plus de centres, 14 passes à 9 au Paris Saint-Germain. Même si Marseille n'a pas eu les situations les plus chaudes, ça ne s'est pas concrétisé par des grosses situations, on a vu un PSG avec un bloc plutôt bas en première période. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que Marseille en a profité, a été agressif sur le porteur du ballon et a aussi essayé d'avoir la possession, notamment sur l'ensemble du match. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que c'est une consigne du coach? Ça, on le sait pas.
Mousse, justement, si tu veux que j'apporte de l'eau à ton poulain, on l'a posé la question à Pochettino et je te laisserai y répondre dessus. On lui a posé la question, vous avez joué avec un bloc assez bas en première mi-temps notamment, est-ce que c'était une volonté de votre part ou c'est le match qui vous l'a dicté? Et il a répondu, on doit pouvoir jouer dans différents registres de jeu. On a marqué assez rapidement et apprendre à contrôler. Parfois, le bloc était un peu plus haut, parfois un peu plus bas. On a eu quelques situations, mais on a plutôt contrôlé le ballon. Voilà la réponse. Mais il dit quand même qu'ils doivent s'adapter à plusieurs registres de jeu. Donc, c'était peut-être une demande du coach. Bah, ce qui est curieux, c'est que cette demande, elle se fasse contre une équipe comme Marseille, comme l'a répété, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas avec ses mots. C'est pas une équipe avec ses caractéristiques, pardon, de possession, de jeu, etc. En général, quand tu laisses le ballon, c'est plutôt à ce genre d'équipe. Ouais, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je sais pas si c'est encore une fois parce qu'on est à 9 jours de Barcelone et que ils se sont adaptés au score après le 2-0 pour éviter les blessures, pour éviter un certain nombre de désagréments. Mais quoi qu'il en soit, hier, c'était pas un grand match de la part du Paris Saint-Germain. C'était pas non plus un grand match de la part de Marseille, mais dans la position des Marseillais, eux, je pense qu'ils doivent se dire qu'ils ont plutôt fait un bon match suite aux événements, etc. Parce que le mental aurait pu être touché avec tout ce qui s'est passé chez eux, etc. Ils ont plutôt fait, je ne vais pas dire un bon match, mais ils n'ont pas été ridicules, en tout cas, hier face à Paris. Donc, je ne sais pas, le résultat 2-0, je crois que c'était à la 35e minute, le 34e, le deuxième. 4e. Voilà, et ensuite, on n'a pas vu grand-chose, quoi. Et c'est là que moi, ce que je vous disais en off avant qu'on démarre, c'est que c'est plutôt inquiétant à 10 jours d'un match contre Barcelone, même si Barcelone revient un petit peu en ce moment, c'est pas encore le grand Barça. Ils ont fait une petite remontada, je ne sais plus contre quel club ce week-end. Betis Séville. C'était en coupe. Contre Grenade. Grenade. Un match un peu bizarre qui se finit à 5-3, il me semble. Donc voilà, moi là où je suis inquiet, c'est vraiment sur le contenu. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG archi dominant face à Marseille. Le dernier, je crois que c'était le 5-0, le 4-0, et après ils avaient arrêté de jouer, c'était au Parc, il me semble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une mi-temps terrible et ensuite ils sont arrêtés de jouer. Le 4-0, l'année dernière, le 4-0 à l'aller. Ouais. Sans doute parce qu'ils ne voulaient pas humilier les Marseillais. Et à l'extérieur, le dernier bon match de PSG à Marseille, je crois que ça devait être Unai Emery, hein, c'était le 5-1 ou 5-0, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un peu décevant pour le contenu, mais de toute façon, il reste encore 2 matchs avant Barcelone, on verra bien, mais pas très rassuré. Nico, est-ce que c'est vrai que Mousse le disait, on a l'impression, alors pendant le Trophée des Champions, ça s'était pas trop vu, le Paris Saint-Germain a été quand même nettement supérieur, mais c'est vrai que on voit que l'écart se resserre un peu. Même Mbappé disait hier que par rapport à quand il est arrivé au début, les classicos se jouent plus de la même manière parce qu'il y a plus de rivalité. Maintenant, il y a plus d'affrontements, alors qu'au début, Paris exterminait Marseille voilà, avec des larges victoires. Là, on voit qu'hier, par exemple, pour revenir sur le match, pour recontextualiser, en première période, on a vu des Marseillais secouer les Parisiens avec un pressing assez agressif avec Pape Gueye et Camara qui sont rentrés un peu dans les Parisiens et qui ont eu du mal à ressortir les ballons, en tout cas au début de match. Oui, mais c'est pas ça qui fait de Marseille une équipe dangereuse à l'arrivée. Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas d'occasion. C'est pour ça que je trouve que ce match est très difficile, encore une fois, à analyser, parce que il y a effectivement cette sensation d'un match qui n'est pas abouti, parce qu'on en parlera, et puis Yacine nous montrera sûrement dans ses vidéos. Tu as un bloc équipe qui travaille pas bien, qui est mal placé, on s'est quand même fait souvent mettre en déséquilibre sur des petits décalages à 2 à l'heure sur les côtés. Moi, j'ai été assez surpris par ça. On se retrouvait assez facilement en 1 contre 1 sur les côtés. Et oui, donc effectivement, de ce point de vue-là, tu as l'impression que Marseille te donne le change, mais encore une fois, il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas de jeu de la part de l'OM. Le fait de leur donner le ballon, alors c'est frustrant, mais à l'arrivée, c'est une bonne tactique parce que tu as une équipe qui n'est pas dangereuse avec le ballon. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a effectivement la sensation qu'il ne s'est pas passé grand-chose après le 2-0. Mais il s'est quand même passé une frappe sur le poteau. Il s'est passé 2 pénaltys non sifflés. Et il s'est passé 2 contres avec quasiment du 1 contre 1 ou du 1 contre 2 en arrivant dans la surface. Et c'est mal géré et on ne va pas au bout de l'action. Donc,
Oui, c'est un match frustrant, c'est un match où il y a plein de trucs qui vont pas, mais qu'encore une fois, tu peux gagner 6 ou 7-0. Donc si ici, il y a même ne serait-ce que 4 ou 5-0, c'est quoi l'analyse aujourd'hui? C'est de se dire, bon bah voilà, le PSG a accéléré quand il l'a voulu, et puis il était largement supérieur. Bon, bah il n'y a que 2-0, et du coup, on reste sur notre fin. Mais encore une fois, ouais, moi je trouve que c'est un match vraiment très difficile à analyser, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'ils en gardent sous le pied. Ils en gardent sous le pied et que jusqu'au Barça, on n'aura pas de match complet. Il va falloir faire avec et puis espérer que le jour où il faudra, ils seront capables de le faire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même la tactique qui a été adoptée, c'est d'attendre le Barça. Ben, il me semble que Mbappé le dit après le match, hein. Il parle de la deuxième mi-temps, il me semble. Il faudra peut-être retrouver la déclaration, mais il parle de gestion. Oui, oui. En première, ils ont contrôlé. Qu'en deuxième, ils étaient en gestion. Donc, J'ai la déclaration. franchement, Euh, il euh, a- je lis la déclaration quand on lui pose la question. On imagine que le rendez-vous du 16 février contre le FC Barcelone est de plus en plus dans notre tête. Et lui, il répond non, parce que malheureusement, on a laissé des points un peu partout, donc on est obligé de se concentrer sur le prochain match à chaque fois. Les autres années, on aurait pu se concentrer sur la Ligue des Champions, mais là, on est concentré sur le championnat puisqu'on n'a pas fait la différence et qu'on est derrière. On doit se concentrer dessus, mais ce n'est peut-être pas plus mal. Ça veut dire qu'on va jouer avec intensité. À force de jouer des matchs avec intensité, vous arrivez en Ligue des Champions, vous êtes moins surpris. Et après, il termine en disant qu'ils ont fini par gérer la deuxième période parce que les échéances arrivent et qu'il y a quand même pas mal de blessés. Mais voilà, même s'ils ne passent pas par-dessus la jambe les matchs du championnat, comme il le dit, parce qu'ils ont du retard, ils ont fini par gérer en deuxième période. Et Pochettino l'a aussi dit en conférence de presse, à savoir qu'ils avaient fait le travail en première période et que ce genre de match, il fallait le gagner. Et d'ailleurs, il a dit aussi que. ah, Ouais, non, j'allais dire, puis la blessure de Di Maria d'entrée de bah, jeu, ça rassure pas non plus ses coéquipiers qui voilà. se disent, bon, on est à 10 jours d'une échéance importante. Voilà. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Justement, on va y revenir juste après, mais je voulais poser sur les blessures, qui est le point noir de la soirée. Yacine, je voulais quand même tourner vers toi encore pour parler un peu du jeu des Marseillais, enfin, par rapport à ce que Paris a montré. Mais sur cette première période, je le disais tout à l'heure dans le tableau de bord avec les chiffres, où le Marseille est devant à la possession avec les tirs. Ils ont été quand même assez agressifs sur le porteur du ballon. Le Paris Saint-Germain a dû s'employer pour ressortir les ballons proprement, et même des fois, sur certaines situations, ils ont failli peut-être prendre un ou deux buts de casquette parce qu'il y a eu des pertes de balles, etc., par le pressing marseillais. Ouais, parce que je pense qu'il y a un vrai problème d'utilisation du ballon. Je l'ai montré sur les vidéos contre Lorient et contre Nîmes. Je vais encore le montrer là. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de proposition. En fait, on sent pas une équipe où il y a des automatismes où on se dit, tiens, là il y a ça, donc je vais faire ça. Le déplacement c'est comme ça, lui il fait ça, moi je fais ça. Il n'y a pas de cohérence. On a l'impression de joueurs qui improvisent. J'ai le ballon, tiens, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je lève la tête, je fais deux, trois touches. Donc, le bloc en face, bah oui, il coulisse, il se déplace, il avance. En plus, il y a des situations où on permet au bloc d'avancer parce qu'on ne fait pas les bons choix, parce qu'on s'enferme. Paris, hier, a abusé de cette relance courte. Mais ok, ok, tu veux relancer court, il n'y a pas de problème. Moi aussi, c'est le jeu que j'aimerais voir, etc. Mais à un moment donné, quand, premièrement, tu es pressé, quand, deuxièmement, tu ne mets pas en place les mouvements, les appels, les déplacements pour utiliser cette sortie de balle. Arrête un moment de le faire. Voilà. Allonge deux, trois fois et mets le doute au moins dans la tête des Marseillais en se disant tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont relancer court? Est-ce qu'ils vont allonger? Et au moins, tu mets une situation entre deux et tu te donnes de l'air. Là, tu veux ressortir. Et il y a eu des passes hier entre Rico et Kimpembe, des ballons qui finissent en touche. Il y a un moment donné, je vais la montrer la séquence où le ballon il est enfermé côté droit, personne ne sait quoi faire. Ça ressort à Rico, Rico il met le ballon directement en touche, c'était en première mi-temps. Ouais. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même. Ok, ok, il y a les consignes. Ok, le coach te dit, voilà, j'aimerais qu'on ressorte comme ça, il faut contre. À un moment donné, tu es sur le terrain, les consignes c'est une chose, mais le coach, il a une idée ou une envie. Après, sur le terrain, il se passe des choses et tu ne peux pas toujours faire ce que demande le coach. Donc, tu dois être capable de sortir de ça. Et ils ont été incapables. Et je vais montrer des séquences où Marseille récupère le ballon, où Marseille gêne Paris. Mais on parle d'une équipe de Marseille, avec un Payet qui fait un faux pressing, avec des joueurs qui ne sont pas hyper agressifs, mais qui viennent juste avancer, qui viennent te gêner, qui mettent un peu de densité. Et en plus, par rapport à d'habitude, Paris a été incapable de renverser et d'aller chercher rapidement. Lorenzi l'a fait quelques fois en première période. Oui, il y a eu. Non, mais bien sûr. Il est revenu côté gauche vers Kurzawa. C'est le seul Voilà, qui l'a fait un peu. voilà, mais il y a eu quelques situations. Mais je veux dire, sur la durée, vu que Marseille avait décidé de faire ça, ça n'a pas été assez fait. Donc, tu les as même pas trimballés.
voilà, et en fait, les actions, effectivement, comme le dit Nico, oui, tu peux dire autre chose s'il y a 5-0, parce qu'il y a les 2 pénaltys, etc. Moi, perso, j'aurais pas dit autre chose, parce que comme j'ai revu le match, j'ai vu tout ce qui n'a pas fonctionné. Mais le problème, c'est que même si tu avais gagné 5-0, le contenu restait le même. Et par exemple, Marseille, il a bien fait cette histoire Nicole l'a dit aussi, cette histoire de on va fixer, on renverse et on joue des 1 contre 1. Alors heureusement que c'est que Sakai et Nagatomo, donc tu t'en sors. Mais si c'est pas Sakai et Nagatomo, franchement, il y a des situations où franchement, avec une équipe un peu technique, mais tu prends l'eau. Passons quand même même si là, depuis tout à l'heure, il n'y a que des points noirs. Mais pour moi, j'avais noté dans mon conducteur, les points noirs de la soirée, c'est quand même la sortie sur blessure. Tout d'abord, d'André Di Maria, Mousse t'en parlait, justement, je vais me tourner vers toi. La blessure d'André Di Maria au bout de 11 minutes de jeu, hein, il serait victime d'une lésion à la cuisse droite. Sa participation au 8e de finale aller contre le Barça est incertaine. Pochettino s'est voulu optimiste et rassurant en conférence de presse. Il a dit on doit attendre les résultats des examens, mais la blessure ne semblait pas très grave. Bon, c'est toujours ça. Bon, le temps qu'il a passé sur le terrain, Mousse, en 11 minutes, il a eu le temps de donner cette belle passe décisive à Mbappé. Il a été remplacé par Pablo Sarabia, bon, qu'on a vu une fois dans le match. Hein. Il a disparu de la 11e à la 85e. On l'a revu à la 85e sur son mauvais contrôle qui aurait pu amener au but. Mais voilà, on n'a pas vu beaucoup, pas du tout voir Sarabia. Mais c'est vrai que cette blessure d'André Di Maria, Mousse, c'est quand même un point d'argent. On espère que, évidemment, ça n'aura pas d'incidence pour le match contre Barcelone. Oui, comme tu viens de le dire, Di Maria aurait dit à son coach que ça ne serait pas très, très grave. Alors peut-être qu'il cherche à se rassurer puisqu'il va absolument participer au match aller contre Barcelone. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, écoute, ce n'est pas très grave parce que tu as d'autres solutions, et notamment Sarabia, mais tu viens aussi de l'expliquer, c'est que Sarabia, ces derniers temps, c'est même pas son frère jumeau, c'est un cousin éloigné. C'est autant la première saison, il a montré des choses intéressantes. Quand tu sais le joueur que c'était, l'importance qu'il avait à Séville et les statistiques qu'il avait à Séville, le voir aujourd'hui, c'est incompréhensible. Donc là où je suis un peu inquiet, si jamais Di Maria n'est pas apte, bah, il va falloir que tu mettes. Enfin, pour Pochettino, on a l'impression que c'est vraiment le remplaçant de la doublure de Di Maria, c'est Sarabia. Or, Sarabia est complètement à côté de ses pompes. On ne le reconnaît plus. Y a les autres solutions, il n'a pas l'air de compter dessus, c'est-à-dire que ce soit Rafinha ou bien même Draxler. Donc, et puis Di Maria, même quand il est mauvais ces derniers temps, même quand dans son contenu, dans les 90 minutes, il ne fait pas 90 minutes à haut niveau, on va dire, bah, il arrive toujours quand même à te distiller une petite passe, une passe décisive. Celle qu'il fait hier à Mbappé, elle est juste magnifique. Que si Di Maria n'est pas là et on a le Sarabia d'hier, c'est là où je suis inquiet en fait. C'est que Pochettino n'a pas l'air de vouloir impliquer encore une fois des joueurs comme Draxler, comme Sarabia. Sarabia, il le met parce que Di Maria sort, mais sinon il le fait rentrer ponctuellement 15 minutes, 20 minutes. Après Mousse, j'ai l'impression que Pochettino, Sarabia est monté d'un cran niveau hiérarchie avec Pochettino parce que Tourelle ne le faisait même pas rentrer. Des fois, il faisait plutôt rentrer Draxler ou il faisait rentrer. C'était pas lui qui rentrait forcément en place de Di Maria. Il jouait encore moins sous Tourelle. Là, il a quand même joué c'est lui le premier remplaçant. Enfin, c'est lui qui est rentré après Di Maria, quoi. Tu as raison, et ce qui est encore plus particulier, c'est que Sarabia à l'époque, c'était vraiment une demande express de Thomas Tuchel. Hein. C'est un joueur qu'il adorait, donc écoute, on verra. Mais ouais, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de solutions. Ouais, Sarabia, c'est un bon joueur de collectif, en fait. C'est un joueur qui va briller dans une équipe qui va avoir du mouvement, qui va avoir des solutions. Aujourd'hui, avec un PSG arrêté, on attend de Sarabia qui fasse des exploits comme Neymar ou comme Di Maria sur du dribble ou sur une passe éclair, et ce n'est pas ses caractéristiques. Donc, son apport aujourd'hui il est aussi, je pense, limité par rapport à la production d'équipe. Il y a aussi, Nico, je parlais de la blessure de Di Maria, mais il y a aussi la blessure de Marco Verratti en fin de match, puisque l'international italien a été sévèrement touché aux côtes en fin de match par Dimitri Payet, qui lui a laissé sa petite marque de crampon sur les côtes, qui a reçu un carton rouge d'ailleurs pour ce chef-d'œuvre. Et du coup, Marco Verratti a terminé la rencontre en boitillant, hein, il était gêné au niveau d'une hanche, sans pouvoir recourir normalement. Il a même demandé à sortir à Pochettino, mais les 5 changements parisiens avaient été effectués. Donc là aussi, inquiétude quand même. Moins pour Verratti que pour Di Maria, je pense. C'est un coup. Alors, c'est vrai que ça fait mal sur la hanche. D'ailleurs, la trace, elle était plutôt belle.
S'il a pu finir le match, même en boitillant, je pense que dans 10 jours, il sera capable de jouer. Je ne vois vraiment pas aujourd'hui de. Enfin, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui m'inquiète. On va attendre un petit peu. Par contre, c'est sûr qu'il ne sera pas en Coupe de France cette semaine. Tu peux aussi le laisser reposer contre Nice. Donc, il a 8 jours pour récupérer. Je pense que, a priori, bon, je suis pas médecin, hein, mais bon, même si j'ai vu Urgence plusieurs fois, mais c'est pas ma spécialité tout ça. Mais non, je suis pas trop inquiet pour lui en tout cas. Enfin, il avait pas l'air à l'agonie non plus hier soir, malgré le coup. Donc, le temps que ça, un gros hématome sur ça, bon, on verra. Yacine, des fois, il nous fait un peu des petites analyses médicales. Il fait un peu aussi médecin, c'est-à-dire perdu en plus d'être coach, chroniqueur, voilà, Ah, journaliste, etc. Pour Di Maria, une lésion à la cuisse droite pour un match qui est on est je prends mon téléphone, on est le 8 février, match huit dans jours. 8 jours. 8 jours, 16, pardon. ouais. Oui, mais 8 et 8, ça fait 16, pardon. Mardi C'est prochain. sensible. En fait, franchement, pour moi, Di Maria, ce sera trop juste. Alors, quand je dis ce sera trop juste, c'est-à-dire que oui, il peut être établi, mais c'est un énorme risque. Parce que dans un match où il y a une tension beaucoup plus importante, la Ligue des Champions, une intensité plus importante et une tension nerveuse plus importante, bah, automatiquement, une lésion qui vient à peine d'être soignée, alors déjà pour moi, elle ne sera pas soignée, mais en tout cas, si elle l'est, c'est encore trop fragile. Donc, D'accord. pour moi, Di Maria, Barcelone, à mon avis, c'est mort. Après, on a déjà vu David Luiz, il y a 4-5 ans, se claquer 3 jours avant et jouer Chelsea. Donc, bon. Et après, ils ont peut-être des remèdes miracles, je ne sais pas, mais voilà. Donc, pour moi, voilà. Après, pour Verratti, le problème, en fait, c'est toujours la taille de l'hématome. Tu sais, quand tu prends une béquille à la cuisse, pendant 2-3 jours, tu as mal. Et en fait, la contraction musculaire te fait mal. Le problème, c'est toujours la taille de l'hématome. Alors, ça n'a pas l'air pour Verratti, parce que comme l'a dit Nico, s'il est resté sur le terrain, c'est que ce n'est pas aussi grave. Mais par exemple, pour une béquille à la cuisse, on a déjà vu des joueurs rater presque 3 semaines parce que l'hématome était trop important et qu'on n'arrivait pas à le résorber à l'intérieur. Donc, je ne pense pas qu'on soit là, parce que, encore une fois, si Verratti a réussi, même en boitant, à finir le match, d'ailleurs, Neymar, à un moment donné, lui a carrément dit va te positionner là-haut en avant-centre et arrête de courir, quoi. Bon, voilà, on peut être rassuré. Je pense qu'effectivement, mercredi, il ne sera pas là. Samedi, il faut voir. C'est plus une question de drainage de l'hématome, etc. Ça, voilà. Maintenant, c'est. Alors, je vais peut-être choquer des gens, mais peut-être que dans l'idée que Di Maria va être absent, encore une fois, ça va arranger parfois des choix de Pochettino, parce qu'au lieu de se dire je vais être obligé de mettre les 4 et il faut que je trouve la formule, eh ben, il n'en a plus que 3. Donc des fois, bah oui, je vais rajouter un milieu. Enfin bref, dans la construction de l'équipe contre Barcelone, on l'avait dit avec Tourelle, c'était au Final 8, je crois, sur le match contre l'Atalanta, où justement Mbappé était au départ, et Di Maria aussi d'ailleurs, qui était suspendu. Finalement, t'as moins de recherche, comment animer, comment mettre tout le monde. Voilà, peut-être que c'est aussi, alors pas un bon point encore une fois, parce que tu as besoin d'un banc de touche, mais peut-être que dans la construction de l'équipe pour un match aller, bon, voilà, pour Pochettino, ce sera peut-être un souci en moins, quoi. Ouais, mais après, Yacine, depuis le début, qu'il a repris le Paris Saint-Germain, il joue en 4-2-3-1 avec Oui, Neymar 10. Alors, pas dit qu'il aurait joué comme ça contre Barcelone, mais ça ne l'aurait pas dérangé de mettre les 4. Tu joues avec Mbappé, Di Maria et Neymar en 10, et puis Icardi devant. oui, sauf que tu es obligé d'après de mettre Verratti et Paredes au milieu. Donc Oui, là, il a joué comme ça. Peut-être qu'il aurait été dans une volonté d'avoir le ballon, parce que etc. l'avantage d'avoir Verratti plus haut, et qui commence d'ailleurs à être bien, c'est qu'en fait, Verratti, il sait se positionner à un moment donné comme si Paris jouait à 3 milieux et parfois plus haut pour aller chercher une passe. Alors que si tu mets Neymar en 10, par exemple, c'est pas lui qui va venir dans le milieu réellement pour défendre et construire. Voilà, il va être plus être dans la différence individuelle. Donc c'est pour ça que ce positionnement de Verratti, c'est presque comme si Paris jouait parfois en 4-3-3, parfois en 4-2-3-1. Tu vois, c'est un peu la position hybride. Quand même aussi utiliser Guardiola dans ses équipes, des joueurs un peu latéraux qui deviennent 6 avec le ballon. Voilà, le positionnement de Verratti te permet ça. C'est-à-dire que si tu joues avec Paredes, Verratti, le troisième milieu, je sais pas où tu vas le trouver. En passant à Kylian Mbappé, messieurs. Kylian Mbappé qui a marqué hier le premier but du Paris Saint-Germain, qui a été plutôt bon, on va dire, dans le marasme collectif, qui a su sortir son épingle du jeu. Buteur dans un but caractéristique avec ce contre-attaque éclair mené par le Paris Saint-Germain à la suite d'un corner marseillais.
Il a été remuant, Mousse. Il a eu pas mal d'activités. C'est le joueur qui a le plus sprinté du match hier. J'ai 2 petites stats à vous donner sur Kylian Mbappé. Mbappé qui est un homme de classico. Sur les 8 dernières confrontations contre l'OM, il en est à 6 buts. Et avec son but hier sur contre-attaque, Kylian Mbappé a inscrit 21 buts sur contre-attaque en Ligue 1 depuis ses débuts avec Paris en 2017-2018. C'est au moins 10 de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats sur la période. Donc voilà, on a vu en tout cas un but Madine Kylian Mbappé, Moussa, dans ses caractéristiques d'explosivité et d'espace. Ouais, on avait souligné qu'il avait un déficit physique et puis c'était notamment dû à sa blessure cet été où il était peut-être revenu un peu trop tôt et ça avait été peut-être mal géré. Et donc on se posait la question parce qu'on ne voyait pas très bien ces derniers matchs. Je crois que ça fait 1 ou 2 matchs déjà qu'il est un. Oula, il y a quelque chose qui est tombé là chez toi, non, Mousse? Non, c'est pas chez moi, non. C'est pas chez moi. Je crois que c'est chez Nico. Ouais. Alors, Nico, j'ai l'impression qu'il y a un meuble complet, un meuble qui s'est effondré chez toi. Et je sais pas c'est ma femme là qui fait du bazar. Ah, elle sera suspendue au prochain podcast. Putain, je me disais, c'est pas possible, il y a un tremblement de terre chez toi. Bon, alors ça va. On est rassuré, la femme de Nico va bien, tout va bien. Mousse, tu peux prendre la parole. Alors, ouais, je disais donc c'est vrai qu'il n'était pas très très bien ces derniers temps. Il est revenu ces 2 derniers matchs et hier, moi ce qui m'a plu, c'est surtout qu'il a récupéré cette faculté, cette capacité à éliminer avec de la vitesse. Et tu as parlé de ses sprints, tu en as fait beaucoup hier. Non, il était plutôt bien. Il aurait même pu gonfler ses stats avec une passe décisive. Alors, je me suis fait la réflexion hier, je me suis dit, si ce n'était pas Neymar à côté, jamais. je ne suis pas sûr qu'il la donne. Si Icardi, il ne donne pas. Hein. Bah, je pense que voilà, c'était son anniversaire, il a voulu lui faire plaisir, et surtout comme c'était contre Marseille, etc. C'est dommage, parce que là, il était clairement en position de marquer le but. Mais globalement, en tout cas sur la première mi-temps, et même un petit peu avec parcimonie en deuxième mi-temps, il a montré de belles choses. Lui, en tout cas, semble. Alors, tu parlais de la préparation tout à l'heure, Nico. Lui, je pense que ça commence à venir et ça lui a sans doute fait beaucoup de bien. Il va enchaîner encore les matchs là, parce qu'il y a la Coupe mercredi et il y a la rencontre face à Nice samedi. Donc, je pense que lui, pour Barcelone, il sera prêt. Si Neymar revient, parce que je pense qu'il sera de retour Neymar mercredi, donc lui aussi va pouvoir enchaîner. Donc non, Mbappé, c'est plutôt rassurant. Voilà. Encore une fois, je pense qu'une fois qu'il aura réglé le problème de son avenir, qu'il reste ou qu'il décide de partir, il sera libéré d'un poids et ça ne pourrait être que mieux. D'ailleurs, il y avait des questions posées à ce sujet. Hein. Hier, il était au micro d'Hervé Matou dans le Canal Football Club. Et Hervé Matou lui a posé la question. Vous avez vu que Neymar a clamé son amour pour le PSG toute la semaine? Et évidemment, il a compris la question. Il a dit c'est une super nouvelle. Tout le monde connaît l'importance de ce joueur au Paris Saint-Germain. Qu'un joueur comme Neymar veut rester au PSG, c'est vraiment une super nouvelle pour nous. J'espère qu'il va pouvoir écrire l'histoire de longues années au sein de ce club. Le club et lui le mérite. Évidemment, il n'a pas donné d'indice sur une possible prolongation. Il a été malin, évidemment, comme d'habitude. En com, il est très bon, Kylian Mbappé. Il est fort en com, il est très très fort. Ouais. Parce que là, je ne sais pas quoi penser de sa déclaration, en fait, tu vois. Non, mais il t'a embrouillé l'esprit. Au final, tu es content de la réponse quand même. Voilà. Et il est sur ça, en tout cas, il gère plutôt bien. Et Yacine, sur le but de Kylian Mbappé, je le disais, c'est un but caractéristique avec évidemment ses qualités de vitesse et d'attaquer l'espace. Mais je pense que tu vas me parler aussi du fait que Sakai défend très mal. Ils l'ont montré à la mi-temps dans le Canal Football Club, mais Sakai, au lieu de se rapprocher de Kylian Mbappé pour fermer l'axe, s'écarte et donc laisse le champ libre à un joueur comme Kylian Mbappé. Ça fait mouche après. De toute façon, Sakai hier, il a fait un festival de. Si vous voulez montrer tout ce qu'il ne faut pas faire sur un terrain, vous prenez le match de Sakai et vous allez être bien. Non, ben, oui, évidemment qu'il défend mal, mais malgré tout, en fait, moi, on l'a répété 1000 fois et là, il le prouve. Quand il n'est pas dans les fioritures, les chichis, et qu'il est là pour aller faire mal, il est là pour prendre la profondeur, pour pas mettre de temps d'arrêt dans ses courses, pour faire son fameux dribble, son fameux passement de jambes, etc. Bah oui, effectivement, qu'il va faire mal à du monde parce que en fait, il n'est pas que rapide, il sait quand même maîtriser le ballon. C'est pas un joueur qui pousse le ballon et qui court. Donc, automatiquement, quand il est dans cet état d'esprit-là, c'est bien. Le problème de Mbappé, c'est pas là. Le problème de Mbappé, c'est qu'à un moment donné dans le match, il veut faire autre chose que ce qu'il sait faire, que ce qu'il apporte à son équipe.
qui veut dribbler, qui veut fixer, qui veut faire des choses un peu plus proches de ce que fait Neymar. Voilà. Après, juste sur l'action avec Neymar, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des buts qu'il a donnés à Icardi comme ça. Je ne suis pas persuadé que si c'est Icardi, il ne le donne pas. Par contre, peut-être que s'il n'a pas marqué avant, il ne le donne pas. Ah, voilà. C'est bien. Mais, ça, c'est bien, ouais. ouais, parce que dans les actions, moi, il y a plein de buts d'Icardi où il lui a aussi offert des buts comme ça, un peu tout seul devant le gardien, où il n'a plus qu'à terminer. Donc, Mbappé, il est dans cet état d'esprit malgré tout. C'est aussi pour ça qu'il a beaucoup de passes décisives, d'ailleurs. Oui. Mais il est dans cet état d'esprit dans certaines circonstances. Voilà. C'est pas tout le temps. En attendant que Mousse, je pense qu'il a dû avoir un appel, parce que quand il a un appel, Mousse, évidemment, ça le quitte de la conversation. Nico, il a répondu à une question Mbappé, et je te laisserai répondre sur son match, où on lui a posé la question, on vous a vu très bien physiquement du début à la fin, est-ce que vous commencez à retrouver vos sensations? Mousse en parlait en début dans son intro. Il a répondu oui, ça revient parce que j'enchaîne les matchs et j'arrive à mieux les finir, je suis moins au bout du rouleau. C'est tout bénef pour la suite et on espère encore monter en puissance, continuer à faire les efforts, des appels, des courses pour pouvoir être plus performant et plus lucide, plus le match avance. Et c'est vrai que ça, souvent, il était sur les rotules, il l'a dit, il était fatigué. Et là, c'est la première fois où il dit j'arrive à mieux finir les matchs. Ouais, puis on le voit aussi dans le contre-pressing, dans ses courses. C'est pas toujours qu'on le voit comme ça, cavaler à la perte du ballon. Là, il a fait 2-3 sprints comme ça sur 20-30 mètres ou à chasser un peu le porteur. Donc oui, tu sens que physiquement, il est mieux. Comme le dit Yacine, de toute façon, il y a cette saison un boulet qu'on va traîner jusqu'à l'été, c'est que l'été dernier, il n'y a pas eu de cette préparation. Donc on n'arrivera pas de toute manière à rattraper ça. Donc je pense que le staff essaye d'ajuster, essaye de faire un petit peu monter la charge à tout le monde pour que ça compense un peu, mais tu auras de toute façon ce déficit jusqu'au bout. Après, oui, le match de Mbappé est intéressant, le but il est parfait. Même l'action de Neymar, hein, à l'arrivée, je pense qu'il fait le bon choix parce que oui, il peut aller au bout, mais la passe est aussi complètement justifiée à ce moment-là. Bon, il la rate, c'est dommage, mais c'est pas un mauvais choix en soi. J'ai l'impression que c'était voilà, il avait les deux possibilités. C'est pas du tout, par exemple, comme on avait vu lors du dernier Barça PSG, quand Di Maria va frapper tout seul alors qu'il y a Cavani tout seul. Là, pour le coup, ça s'imposait. Là, bon, il est dans une bonne position. Neymar est aussi très bien positionné. C'est un choix qui est voilà, c'est juste mal exécuté, c'est dommage. Mais à l'arrivée, ça confirme qu'il est mieux physiquement. De toute façon, ça se voit dans l'intensité de ses courses surtout plus que dans la répétition des efforts. Moi, je trouve que c'est ça. C'est que là, je trouve il retrouve de la puissance, de l'intensité. Et c'est une bonne chose s'il a de l'espace maintenant, hein. Il faut qu'il ait de l'espace, hein. Là, quand l'OM en a offert, ça fait du bien. Le problème aussi du PSG, c'est que c'est pas souvent hein, qu'il y a des espaces comme ça. Les équipes, ils le savent. Donc, quand il peut exploiter ça, en tout cas, c'est vraiment voilà, c'est une pure merveille parce que ça va très très vite. Bon, Mousse qui nous envoie un petit message qui nous dit qu'il a une petite urgence médicale et qui ne peut pas finir le podcast. Donc voilà, on le retrouvera évidemment dans le prochain podcast. On termine le podcast évidemment avec Nico et Yacine. J'avais envie de vous poser une question sur. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Alors, je voulais passer aux deux pénaltys non sifflés avec vous. Parce que quand même, ça a agité les réseaux sociaux hier et ça a agité aussi la twittosphère parisienne. Il y a ces deux situations, Yacine. Alors, tout d'abord, la première, à la 59e, il y a Mauro Icardi c'est un centre de Kurzawa, il me semble, hein, centre de Kurzawa sur la gauche. Et Icardi passe devant Sakai sur le centre, mais le Japonais couche au sol un peu l'Argentin. Pas penalty, même pas consultation de la VAR. L'arbitre Benoît Bastien ne siffle pas penalty. Et donc, les commentateurs ont expliqué, bon, on a compris aussi que la VAR a estimé qu'il n'y avait pas faux manifeste au point d'alerter Benoît Bastien de corriger son erreur. C'est pour ça qu'il n'a pas sifflé. Mais on est d'accord, il y a pénalty, Yacine. Bien sûr qu'il y a pénalty, puisque Sakai, il met les bras, il s'appuie et il déséquilibre Icardi. Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Voilà, donc moi, je comprends pas. Honnêtement, en fait, je crois qu'en dehors de l'utilisation de la VAR, que bon, moi, de toute façon, j'aime pas, je crois que la vraie frustration ou le vrai questionnement, c'est pourquoi là, il y a ça, pourquoi là, non, pourquoi une fois l'arbitre va voir la VAR, pourquoi là, non, pourquoi pour des choses moins graves, on demande à l'arbitre d'aller voir et on siffle penalty. Voilà, il n'y a pas d'uniformité. En fait, c'est fatigant. Et je vais même aller un peu plus loin parce que c'est une réflexion que font beaucoup de journalistes, chroniqueurs, tout ça, en disant pourquoi on ne met pas un ancien joueur
dans le camion VAR. Alors moi, je vais expliquer tout de suite pourquoi, si ça ne sert à rien. Ben parce qu'en fait, tout simplement, si vous mettez un défenseur, il va vous dire qu'il n'y a pas faute. Et si vous mettez un attaquant, il va vous dire qu'il y a faute. Donc en fait, un joueur, il ne changera rien au problème. On met un milieu. Ouais, mais même le milieu, ça dépend dans quelle situation. Bref, donc en fait, c'est parce que vous écoutez les défenseurs et souvent ils vous disent ah non mais il a accentué sa faute. Là, on peut pas non plus ne pas le toucher, etc. Donc ils sont toujours dans la défense du défenseur. Et les attaquants vont dire oui, mais à un moment donné, le joueur il est lancé. Donc quand il est lancé, tu le touches, il est déséquilibré, donc il y a faute. Donc en fait, ça ne réglera pas le problème. Il y a juste à un moment donné, il faut quand même être sérieux 2 minutes. Il y a la position des mains. Il y a Il est comme ça, Sakai, il est comme ça sur Icardi. Voilà. Il fait le geste. Voilà, donc à partir du moment où il y a le geste, et c'est une chose aussi qui m'énerve, moi, dans l'arbitrage, notamment en France. Hein. C'est et même d'ailleurs, les journalistes ont pratiquement intégré ça. Ça veut dire quand on vous dit ah ouais, mais si l'accentue pas sa chute, l'arbitre siffle peut-être. En fait, on ne demande pas aux arbitres d'être dégoûtés que le mec il en rajoute ou de dire ah mais il a un peu trop cherché donc il n'y a pas faute. On vous demande de siffler faute ou pas faute. Voilà, c'est tout. Et moi, cette attitude, ça m'énerve. À un moment donné, Neymar, il y a une faute sur Neymar et on a l'impression que l'arbitre ne siffle pas en se disant ouais, mais à un moment donné, il cherche. Mais en fait, c'est pas ça ton travail. Ton travail, c'est pas de faire de la psychologie, de savoir si le joueur a trop cherché la faute. Il y a faute ou il n'y a pas faute. Voilà, c'est tout. Et tout ça, dans l'arbitrage, il y a plein de choses. Quand on vous dit ah, il met un carton, il ne peut pas mettre un carton au bout d'une minute. Ah bon? Mais dans quel règlement c'est écrit ça? Si le mec il met un attentat au bout d'une minute, il prend un carton comme tout le monde. Et s'il doit être rouge, il doit être rouge. Donc, et les joueurs savent tout ça. C'est-à-dire qu'ils en jouent aussi. Tu as le droit de faire une belle grosse faute d'entrée parce que l'arbitre il va venir te prévenir. Et malheureusement, le mec qui fait la même faute, enfin même moins grave, 3 minutes après, lui il prend jaune parce que c'est une. Enfin voilà, à un moment donné. En fait, c'est juste de la cohérence qu'il faut. C'est même pas d'être très bon, l'erreur elle est humaine et il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste un petit peu de cohérence. Donc ce penalty, évidemment qu'il y a penalty. Et je passe à celui de Neymar parce que Nico, j'ai vu son tweet. J'allais le lancer. Ouais. Non, parce que j'ai vu son tweet et je suis d'accord avec le fait qu'en fait, c'est Neymar qui pose son pied sur le pied d'Alvaro. Mais en fait, Alvaro, il est mal positionné et il tend la jambe un peu bizarrement pour essayer d'intercepter. Bon, déjà, Alvaro, il pète les plombs quand Neymar rentre. Le mec, il est sorti de son match, c'est un truc de fou. Parce qu'on ne le voit pas sur le début de l'action. Enfin, on le voit après, mais on le voit après sur le ralenti, il essaye de. Non, mais là où il met son pied et tout. Oui. Non, mais justement, pour recontextualiser Yacine, et j'en serai Nico dessus, tu pourras reparler évidemment dessus. Donc Neymar, alors on arrive on était à la 59e, on passe à la 67e minute. Neymar est rentré 2 minutes avant. Il récupère un ballon à son ami Alvaro. Le pied, en fait, Alvaro met son pied hyper haut comme ça. Neymar l'enlève juste avant qu'il. Un peu le bras aussi. Voilà. Il essaie, je pense, de lui mettre en même temps un peu un taquet, etc. Neymar fonce vers les cases de Steve Mandanda. Et ensuite, le défenseur marseillais fait une faute manifeste en pleine surface, sur le pied de Neymar pour couper l'action. Pas penalty pour Benoît Pestien. Nico, il faut m'expliquer comment on ne peut pas siffler. Alors, pour moi, déjà, Icardi, il n'y avait même pas à se poser la question. Autant celui-là, je ne vois pas comment on peut se poser la question sur le fait qu'il n'y ait pas penalty sur cette situation. Ouais, mais c'est ce que je disais hier. Autant celui sur Sakai, pour moi, non seulement il y a penalty, mais il y a même carton rouge. Parce que c'est un. Ça n'existe plus la double peine maintenant. Ah si, ça existe toujours. Quand tu coupes une action, il y a toujours. Pour le joueur, ça existe. C'est pour le gardien que ça existe plus. Pour le gardien. Ouais. Ah oui. Donc pour moi, il y a aussi carton rouge. Alors après, c'est aussi normal, juste pour rebondir sur ce que dit Yas, que tu ne vois pas toujours la même chose d'un match à l'autre au niveau du VAR, parce que c'est jamais les mêmes arbitres. Et qu'en fait, le VAR ne réglera toujours pas le problème de l'interprétation. Un arbitre qui est mauvais sur le terrain, il sera aussi mauvais sur le VAR. Et c'est vrai que cette action-là, c'est juste hallucinant donc, de se dire qu'il y a un arbitre qui voit ça et pour qui c'est pas une erreur manifeste. Enfin, pour le coup, je vois pas comment ça peut être plus erreur manifeste que ça. Mais bon, sur celui de Neymar, comme le dit Yacine, on le voit bien de toute façon, effectivement, les deux sont à la lutte. Alors Alvaro, il est un peu derrière. On va pas se mentir, il accroche tout ce qu'il peut pour revenir parce qu'il y a un léger déficit de vitesse, on va pas se mentir. Il arrive quand même étonnamment à se rapprocher à suffisamment près. Et effectivement, il essaye de mettre son pied. Il ne touche pas Neymar à ce moment-là. Et c'est Neymar en posant son pied qui marche sur celui, j'ai l'impression en tout cas, qui marche sur celui d'Alvaro. Alors, est-ce que c'est faute? Est-ce que c'est pas faute? Pour moi, c'est pas un scandale que l'arbitre siffle pas. Parce que pour moi, le fait que ce soit Neymar qui pose son pied sur celui d'Alvaro, ça ne veut pas dire qu'il y a faute. Maintenant, si effectivement vous me dites que faire ce geste-là,
c'est considéré comme une faute, bah dans ce cas-là, l'arbitre, il le voit forcément et il doit siffler. Mais je trouve qu'il est quand même plus litigieux que le premier. Celui de Saka, voilà, c'est un scandale absolu qu'il n'y ait pas pénalty là-dessus. Yacine, est-ce que tu avais encore un petit mot à ajouter? Vas-y. Non, en fait, moi, c'est juste bon, la différence qu'on a entre Nico et moi, c'est que lui il dit bon, en gros, puisque c'est Neymar en fait qui pose son pied, voilà. Après, est-ce que le geste d'Alvaro il est maîtrisé? Il est un peu en retard, il essaye d'intercepter. Est-ce que Voilà. voilà, bon. Il le retient plusieurs fois, etc. Déjà, au départ, Avant de oui. finir par le faire chuter, c'est ça le problème. Voilà. Bon, après, juste pour dire un mot, parce que pareil, on répond un peu à tout le monde. Donc sur Twitter, on a vu aussi l'histoire, et même d'ailleurs les journalistes. Je ne sais plus dans quel journal, donc je ne citerai pas. Sur l'histoire de Camara, d'accord? Sur Quand même, le tacle de Florenzi sur ouais, Camara. il y a quand même un journaliste qui a écrit il peut avoir penalty. Alors, bon, il tombe un peu avant. Donc, il tombe un peu avant. Donc, c'est-à-dire que c'est pas au moment du contact. Mais il peut y avoir penalty. Bon, là, juste, là, s'il siffle, par contre, voilà, faut fermer la boutique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la VAR, faut arrêter l'arbitrage, faut tout laisser tomber, on arrête tout. Enfin, je veux dire, faut à un moment donné. S'il n'y a pas de faute sur Neymar, en tout cas, évidemment, de toute façon, il n'y a pas de faute sur Camara, donc c'est clair et net. Voilà, mais je pense qu'à un moment donné, c'est fatigant, en fait, toutes ces. Ouais, ces situations qui ne sont pas réglées parce que, comme l'a dit Nico, effectivement, quand un arbitre ne comprend pas le jeu sur le terrain, c'est vrai que c'est compliqué de le comprendre même dans le camion VAR. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est vrai que on en parlait en off avec Nico juste avant voilà, du journaliste qui avait dit ça sur le penalty ou non de Camara. Mais, Ouais. il y a jamais Ouais, puis là, on en rigole parce que le match, il est plié à Ouais. 2-0 et qu'il n'y a pas d'incidence. Mais imagine, tu as un partout et il ne siffle pas le penalty sur Icardi. Mais aujourd'hui, on ne parlerait que de ça pendant 2 jours parce que ce serait un scandale absolu. Il y a quand même sur cette action-là, et c'est même pas le fait que ce soit Paris, Marseille, on s'en fout. C'est que, voilà, ce genre d'action-là, le VAR est justement là pour régler ça. Toute la France aujourd'hui voit qu'il y a penalty, sauf un arbitre de champ et un mec dans un bus. C'est quand même assez, je ne vais pas dire scandaleux, mais ça interpelle, se demander quand même comment on peut arriver à voir ce que tout le monde voit, mais l'opposé. Voilà, C'est quand bizarre. même bête, c'est quand même bête que les deux seules personnes qui jugent sur le match, c'est les deux seules personnes qui n'aient pas vu quand même. On le voit tous, mais les deux seuls qui vont le siffler à la bouche pour justement siffler, malheureusement, on ne siffle pas. Bon, écoutez, en tout cas, il fallait revenir évidemment parce que on ne peut pas souvent d'arbitrage dans le podcast, mais là, quand même, il y avait quand même deux pénaltys, deux fautes grossières, deux pénaltys non sifflés, et ça a fait beaucoup discuter hier, donc on voulait évidemment revenir dessus. Revenons également sur les retours de deux joueurs qui ont fait du bien, même si évidemment, ce n'était pas une prestation collective incroyable du Paris Saint-Germain, mais en tout cas, sur l'aspect défensif, déjà avec le retour de Marquinhos, Yacine, qui a stabilisé quand même cette défense quand il y avait des petites vagues. C'était pas Kerrer, clairement. Hein, voilà. Et le retour du capitaine dans le fait d'anticiper dans la relance, même si des fois c'était un peu hasardeux parce qu'il y avait un pressing marseillais par séquence. Mais il a fait du bien quand même, son retour. Oui, il fait du bien individuellement parce alors de la tête déjà, il a tout dominé. Franchement, il a tout pris derrière. C'était sur les coups de pied arrêtés, sur les centres. Franchement, c'était impressionnant. Mais sa présence, voilà, on le voit hier, c'était flagrant. Elle rassure tout le monde. Elle rassure notamment Kimpembe parce que là aussi, je vais montrer une ou deux séquences dans la vidéo. En fait, Kimpembe, bah oui, c'est pas le même joueur quand même Marquinhos parce qu'il n'a pas peur d'aller au duel, il n'a pas peur d'avancer parce qu'il sait qu'il est couvert, parce qu'il sait que son erreur, elle peut être rattrapée. Et bizarrement, comme je le dis souvent, comme par hasard, eh ben, il est libéré, il y va en se disant je peux faire une erreur parce que je suis couvert et que c'est Marquinhos. Et comme par hasard, il ne fait pas d'erreur. Donc, en première mi-temps, la première période de Kimpembe, elle est énorme dans l'intensité, dans le duel et dans les interventions, quand il coupe les trajectoires de centre et tout, elle est vraiment énorme. Et comme par hasard, la semaine d'avant, il ne le fait pas ça. Parce qu'il se dit, ah ouais, mais si j'y vais là et que je me rate derrière moi, c'est Kerrer. Et si. Voilà. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, ça, parce que les gens ont souvent. J'ai vu beaucoup de tweets la semaine dernière sur Kimpembe, justement, en disant, ouais, il faut arrêter, il faut acheter un grand défenseur et Kimpembe. Non, moi, je redis la même chose que je dis toujours. Oui, Kimpembe tout seul, effectivement, il faut peut-être un vrai gros remplaçant qui a un caractère, du charisme, etc., un leadership. Mais Kimpembe avec Marquinhos, en fait, alors évidemment, une saison, c'est long, mais il n'y a pas de raison d'acheter un défenseur, parce que Kimpembe, quand il est avec Marquinhos, il est très bon. On avait parlé de Varane Ramos. Voilà, Varane sans Ramos, on va dire que c'est un défenseur lambda, ce serait exagéré, mais
Bon, voilà, c'est un bon défenseur. Varane avec Ramos, c'est pas pareil. Donc, oui, Marquinhos rassure tout ça et il permet d'être plus serein. C'est-à-dire que tu sais que si tu fais une erreur, bah ouais, le mec qui derrière, il est là, quoi. Ouais. C'est sûr que, mais en tout cas, peut-être un troisième défenseur de complément quand même derrière la charnière. Parce que quand tu vois, regarde, quand Marquinhos n'est pas là, là aujourd'hui, c'est Kerrer qui joue en ce moment. Oui, Donc, mais tu vois, regarde, juste pour terminer, avant de laisser parler Nico, quand le Real, par exemple, quand Ramos n'est pas là, c'est Nacho. oui, ou Militao. Ouais. Ouais, voilà, les deux, enfin, Oui, oui. tu vois, Non, non, c'est compliqué d'avoir, parce que c'est compliqué de faire accepter, je pense, un troisième défenseur de très bon niveau. En gros, tu vas être dans la rotation. Même s'il y a de la concurrence, même si, voilà, Emery l'avait géré, on en avait parlé avec cette histoire de à peu près le même temps de jeu tout le temps, donc la charnière qui tourne à chaque match. Est-ce que c'est viable sur le long terme? Je ne sais pas. Voilà. non, vous faites comme Tourelle, hein, Nico, depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il a viré Kurt Zouma de la charnière défensive titulaire et il a mis Rudiger, celui qui voulait ramener au PSG. Et maintenant, il Ouais. joue tous les matchs avec Thiago Silva. Bon, il a mis un CSC hier, mais Chelsea a quand même gagné. Pour l'instant, 0 défaite pour l'instant pour le Chelsea de Thomas Tuchel. Nico, sur Marquinhos, et même tu peux englober avec Verratti, j'en parlais, qui a fait son retour. Alors certes, il n'a pas livré un énorme match, mais on l'a revu encore dans cette position un peu pas de numéro 10, mais derrière Icardi. Mais il est quand même revenu assez bas pour récupérer les ballons. Il n'a pas vraiment joué dans ce poste de numéro 10 que Pochettino veut mettre en place depuis le début qu'il est arrivé au PSG, ce nouveau rôle pour Verratti. Ouais, mais c'est vrai que c'est un rôle intéressant parce que ça lui donne la possibilité d'aller plus haut sur le terrain et que sa qualité technique, elle fait du bien. Après, à contrario, quand il est trop haut, tu sens quand même des difficultés à la relance parce qu'un Gay hier, il t'apporte rien, que ce soit dans les mouvements ou dans la passe. C'est pour ça que je disais qu'il a dû redescendre un moment Ouais, parce il qu'on le voyait que fait. les ballons ne plus, quoi. Il le fait, mais voilà, après, hier, il fait un gros match en termes de volume. C'est le joueur qui court le plus sur le terrain en termes de kilomètres, donc c'est pas anodin. Mais c'est un poste où, bah voilà, j'aurais toujours cette réserve parce que tu lui demandes d'être bas pour la relance, mais tu lui demandes aussi d'être haut pour l'animation. Tu peux pas lui demander ça tout le temps, tout le match, non-stop. Donc il va avoir des choix à faire. Alors après, c'est un joueur intelligent. Il sent quand il doit être bas. Donc ça, c'est vrai que de ce côté-là, il est capable, effectivement, il l'a souvent fait hier, de descendre un peu plus. Mais bah, dans le double pivot, si t'as pas, alors, ce qu'on disait en début d'émission de podcast, si t'as pas Verratti dans le double pivot, t'es quand même super limité. Alors la solution intermédiaire à ça, je pense que ce serait, mais on le voit pas pour l'instant, c'est Rafinha. Moi, je pense qu'intégrer Rafinha dans ce trio avec Paredes et Verratti, ça pourrait t'apporter pas mal de choses. Et après voilà, le côté négatif de ça, c'est que tu dois en sortir un des quatre de devant. Donc, c'est l'équilibre à trouver. Pour l'instant, Pochettino, il y travaille. Peut-être que la blessure de Di Maria, ça va justement l'inciter à creuser cette piste, d'avoir un Verratti dans le double pivot et d'avoir peut-être un Rafinha dans le poste de meneur de jeu, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas aller loin avec cette équipe en championnat et en Ligue des Champions si tu es privé longtemps de Marquinhos, de Verratti et de Neymar. Voilà. Cet axe-là, ces trois-là, c'est vraiment la colonne de l'équipe. Je rajouterai même Navas. Voilà, je rajouterai Navas, c'est sûr. On ne va pas trop parler de Rico d'hier, mais c'est encore un match un petit peu rock'n'roll. Et voilà, cette colonne vertébrale, elle est indispensable et tu vois quand ils sont là la différence individuellement, mais surtout collectivement. Et c'est vrai que Yacine, c'est inquiétant. On en a parlé en surface en tout début de podcast, mais Rafinha, il a encore joué 0 minutes hier. Draxler, pareil. C'est Danilo Pereira qui est rentré à la place de Paredes. C'est pas un mauvais signal quand même. C'est pas un bon signal envoyé à Rafinha. Ouais, c'est clair, parce qu'il avait fait des bons matchs. Alors, chacun a le Covid un peu à un degré différent. Donc, ça, c'est normal. Hein. De toute façon, on l'a vu, hein, il y a des gens qui souffrent encore aujourd'hui, qui l'ont eu en avril dernier. Et il y a des gens qui sont très bien sortis. Donc, bon, est-ce que c'est une raison? Je ne sais pas. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que c'est vrai qu'il n'est plus du tout utilisé. Ce qui est. Alors, encore une fois, Pochettino est arrivé qu'en janvier. C'est compliqué, il n'y a pas de pré-saison, etc. Malgré tout, le coaching, en fait, pour moi, c'est pas cette partie-là. Le coaching, c'est réellement ce qui se passe à un moment donné sur le terrain en disant qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire évoluer. Alors, l'entrée de Danilo. Ok. Déjà, Paredes, je pense qu'il était un peu. Je pense qu'à la prochaine faute, il n'était pas loin de l'exclusion, donc il fallait arrêter de toute façon. Tu fais rentrer Danilo parce qu'en gros, dans ton idée, c'est de dire
quoi qu'il arrive, en fait, devant, enfin, le 6, ton 6, c'est Danilo ou Paredes. Voilà. Donc, il fait du changement poste pour poste. Après, effectivement, moi, je suis comme Nico. Pourquoi Rafinha? Déjà, pour ce qu'il a montré, mais aussi parce que, en fait, tu vas te donner une option de plus, parce que dans cette idée de 4-2-3-1, même si tu mets Verratti dans le double pivot, avec Rafinha, en fait, il peut y avoir à un moment donné une inversion des rôles. Verratti qui va suivre une action, aller plus haut, et Rafinha qui va revenir plus bas. Et il peut y avoir aussi dans le cœur du jeu cette combinaison entre les deux, qui sont capables de se trouver très vite en une ou deux touches de balle, échanger des ballons comme aimait le faire Verratti avec Mota. Le problème, c'est qu'avec Gay, tu ne peux pas le faire. Donc, quand Verratti, comme l'a dit Nico, est plus haut, tu as un déficit de construction. Donc, il faut que Paredes trouve ces passes-là. Et hier, Paredes ne fait pas un bon match. Encore une fois, parce que je pense qu'il est trop dans la nervosité. Donc, moi, j'aime bien cette idée de dire, à un moment donné, il faut quand même un mec qui vient un peu calmer tout le monde, rentrer un peu dedans, mais pas n'importe comment. C'est un peu trop râlé, là. Ouais, quand c'est fait n'importe comment, comme ça, juste pour aller chauffer, juste pour aller... Parce qu'en plus de ça, tu risques toi-même de sortir de ton match et de faire sortir certains. Parce que on connaît Verratti, on connaît... Voilà. Tu vas peut-être faire sortir Verratti du match alors qu'il ne se passe rien. Tu vois? Donc, ça devient un peu énervant. Voilà, moi aujourd'hui, j'avoue, j'en parlais au début de podcast par rapport à la minute. Moi, je suis pas très loin de me dire, est-ce que finalement, dans cette fin de saison, tu vas rien pouvoir faire? Est-ce que finalement l'idée, parce que je vais montrer aussi 2-3 trucs sur Paredes qui sont récurrents, mais qui ont été plus flagrants hier. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas de se dire, bon bah écoute, aujourd'hui on peut rien mettre en place, physiquement on est un peu comme tout le monde dans le dur. Écoute, bloc bas, on va bien défendre. Et il va falloir travailler très fort dans la transition avec du Mbappé qui fait, entre guillemets, que ça, demander dans la profondeur. Neymar qui vient et après trouver finalement ce troisième entre Icardi ou Keane, à savoir est-ce que tu veux un mec qui court beaucoup pour proposer plein de choses ou trouver ce point d'appui avec Icardi pour les deux autres. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, entre le contre-pressing qui n'est pas bien fait et l'animation offensive dans la conservation, trouver des espaces et tout qui n'est pas bien fait. Bon, dans le pragmatisme, se dire, bon, écoute, on va essayer d'être costaud. Parce qu'en fait, tu peux même pas te dire, là, aujourd'hui, attaquons à tout va, on va prendre des buts, mais on va marquer, parce qu'en fait, l'animation n'est pas bonne. En plus, Nico, pour aller dans le prolongement d'Yacine, c'est vrai que pour parler de Barcelone, du FC Barcelone, ils ont une défense quand même qui est pas terrible, qui prend souvent l'eau quand elle est dépassée dans la vitesse et on va dire, quand elle joue mal le hors-jeu, souvent, on a vu Piqué plein de fois se faire prendre de vitesse. Bon, là, il est blessé, mais Somtiti, Luis Araujo, etc. Il y a vraiment quelque chose à faire dans cette défense de FC Barcelone qui, souvent, n'est pas bien alignée ou n'est pas coordonnée, en tout cas. Clément Lenglet ne fait pas une bonne saison non plus. Donc, s'il y a moyen de jouer comme Yacine le dit, avec la transition rapide, tu peux arriver à faire mal au FC Barcelone comme ça, en jouant comme ça, en tout cas. Pour le coup, ouais, le Barça, c'est un peu, j'ai l'impression, l'option adoptée par Koeman, à savoir, on n'a pas une défense qui nous donne des garanties, donc on attaque. Et on le voit, hein, et en ce moment, ils marquent beaucoup de buts, et ils en prennent aussi beaucoup, mais ils en marquent plus, donc ça passe. Ouais. Je sais pas, ce match, je le sens pas bien aujourd'hui parce que, encore une fois, ce qu'on voit au niveau du bloc parisien, c'est pas cohérent et c'est pas efficace. Se faire bouger autant, même s'ils n'ont pas d'occasion hier, mais on se fait bouger le bloc encore une fois, sur deux passes de 2 fois 20 mètres, quoi. Enfin, et puis pas des passes éclairs non plus, quoi. C'est des renversements d'ailes assez classiques et on a retrouvé effectivement très souvent, notamment Sakai ou Thauvin en 1 contre 1. Et je sais pas, si demain tu te retrouves à Beau Barça avec du Alba ou qu'est-ce que je raconte, du Jordi Alba ou du Messi en 1 contre 1 sur un côté, ça va être dangereux tout de suite, très vite. Donc le bloc bas, il te donnerait effectivement une assise. Ça veut dire un milieu à 3. En plus, ça peut te permettre effectivement de mettre un Paredes sur une rôle de sentinelle, pourquoi pas, dans ce cas-là, et d'intégrer un deuxième récupérateur à côté de Verratti ou un Gay. Enfin, tu as plus d'options qui te donnent de la solidité. Tu vas perdre effectivement potentiellement sur le papier en pouvoir offensif, mais c'est un peu ce qu'on avait vu lors du Final 8 à Lisbonne. Hein. C'est qu'ils avaient de toute façon opté pour ce bloc bas. Hein. On avait fait le parti de ça, de jouer le contre très vite. Ça avait été assez efficace. Je sais pas. Après, Pochettino, il n'a pas trop essayé pour l'instant, hein, le schéma à 3.
au milieu. Enfin, il le fait, mais avec un troisième milieu très haut. Donc, c'est plutôt effectivement du 4-2-3-1. Est-ce que là, une semaine avant le Barça, vous le voyez changer complètement du tout au tout et de se dire, bon, bah, on ne sera pas capable. Alors, est-ce que c'est peut-être la blessure de Di Maria qui va l'inciter à le faire? Mais bah, de toute façon, s'il le fait, c'est contre Nice, hein. Bah oui, parce que là, Ouais. il reste mercredi prochain, enfin mercredi là, qui arrive, c'est contre Caen en Coupe de Ouais. France, donc tu vas pas le faire contre eux. Et samedi prochain, c'est en Ligue 1 pour la 25e journée, au Parc contre Nice. Nice qui a des énormes difficultés cette saison. Donc Yacine, à mon avis, tu vas pas jouer comme ça une semaine avant. Alors peut-être un autre dispositif, mais pas de là à avoir un bloc bas et de l'exploser en contre. En fait, tu pourras pas le travailler, le bloc bas et jouer le contre la transition, tu pourras pas le travailler, ça c'est clair. Tu vas, enfin, pas improviser. Moi, pour moi, en fait, l'histoire de ce match, même si c'est un match aller-retour et c'est un peu différent, c'est un peu le PSG Bayern 3-0. Voilà. Pour moi, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est ça. Ça veut dire être plutôt vraiment en bloc équipe, costaud, et quelle que soit la hauteur où tu vas récupérer le ballon, en fait, aller très vite dans les transitions et pas passer par une phase de conservation. En tout cas, pas pour déséquilibrer. C'est-à-dire que la phase de conservation, elle peut te permettre à gérer un temps faible, à garder un peu le ballon pour respirer, mais pas te dire que cette phase de conservation, elle doit t'emmener quelque part parce qu'il y a trop de lacunes, en fait. Il y a trop de lacunes dans cette phase de conservation, il n'y a pas assez de mouvement. Donc voilà, et effectivement, les deux matchs qui te restent, bah oui, c'est pas forcément les deux équipes qui vont te prendre le ballon ou en tout cas même leur laisser le ballon, je suis même pas persuadé que ça amènerait quelque chose. Parce que c'est Caen déjà, Ligue 2, et c'est Nice qui a du mal. Donc, Le camp de Pascal Duprat. en Attention. plus. Donc effectivement, même si tu avais l'idée de te dire, bon, tu sais quoi, laissez-leur le ballon au départ, de toute façon, ils ne sauront pas l'utiliser pour te mettre en difficulté. Donc, ouais, je pense que Barcelone, ça va être entre guillemets, un one-shot, c'est-à-dire que, je vais dire, voilà, aujourd'hui, on part là-dessus. Malgré tout, tu as deux matchs à gérer aussi. Faut pas Mm. oublier que c'est un match aller-retour, c'est pas juste un match, enfin, c'est pas le Final 8 où tu te dis, être costaud, jouer les transitions, il y a deux matchs à gérer, donc voilà, j'avoue, j'ai pas trop, Ouais. enfin, je sais pas trop où ça va aller, mais pour moi, l'idée, elle est là. Bon, en tout cas, on aura des réponses cette semaine déjà avec Caen et avec Nice en fin de semaine. J'ai bien aimé la prononciation à la française de Final 8, Nico. Final 8. Voilà, C'est vrai que on dirait j'y pensais là. le nom d'un manège, le Final 8. Voilà, j'aime beaucoup Nico. Je vais le préciser. Je vais le placer avant de rendre l'antenne. Est-ce que tu as quelque chose à indiquer encore, Nico? Je voyais que tu levais la main. Ouais, donc juste sur ça, déjà le 4-3-3, c'est un dispositif quand même que le PSG maîtrise malgré tout, parce que c'est le schéma tactique dans lequel la plupart ont joué ces dernières années. Donc repasser là en 4-3-3, ce serait pas un truc complètement fou non plus. Tu n'arriverais pas Et à leur repère. non, non, ils connaissent. Mm. Et après, oui, moi je pense encore une fois, je vais insister sur lui, c'est Rafinha pour le coup, lui, quand il combine avec Verratti et Paredes, tu sens que ces trois-là, ils parlent un petit peu de la même manière, ils comprennent le football pareil, et je suis vraiment aujourd'hui sûr que ces trois-là dans un milieu ensemble, ça te donnerait on se rapprochait un peu de ce qu'on avait à l'époque avec le Mota, Verratti, c'est-à-dire un ballon qui est confisqué. Alors c'est pas toujours très productif, mais voilà, quand tu as le ballon, t'es pas en danger. Mm. Donc, je ne comprends pas qu'on n'ait pas l'occasion de le voir. Alors, peut-être que ce sera contre Nice. Et auquel cas, je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, je mettrais quand même une grosse cote là aujourd'hui, si on passe sur ce 4-3-3, sur un Danilo en sentinelle, parce qu'on le voit quand même beaucoup jouer, je trouve, avec Pochettino. Un petit peu trop, même peut-être. Et je ne serais pas étonné qu'il parte à la guerre comme ça, en adoptant bloc bas et en mettant un Danilo en sentinelle pour vraiment bétonner, quoi. C'est pas impossible non plus. Ça serait décevant quand même. Bon, on va avoir l'antenne là-dessus, mais Yacine, ça serait décevant de voir. On a souhaité, enfin, on était content de l'arrivée de Pochettino et de le voir à mettre un Danilo Pereira alors que tu as Rafinha dans tes rangs. Dans un milieu à 3 contre Barcelone. C'est ça que Ah je veux non, dire. mais oui, bien sûr, bien sûr. Après, la seule circonstance atténuante qu'il a, si on peut lui en trouver une, c'est que oui, arrivé en janvier, dans un peu une mission urgence, parce que finalement, ce qui a fait le plus peur au PSG, c'est aussi le huitième de finale. Donc, dans une mission urgence, est-ce que réellement tu as toute ta lucidité pour te dire j'ai qu'un mois pour préparer, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je vais. Tu vois, c'est ce que disait Nico, c'est-à-dire qu'est-ce que je me sers de ce qui a été bien fait avant et j'appuie là-dessus? Est-ce que j'essaye de mettre en place mes principes? Est-ce que. Voilà, il y a plein de questions. Je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai Ouais, que ce serait. Oui, ce serait frustrant en fait. petite déception, une petite Ouais, déception. ouais. Une petite déception.
Bon, en tout cas, on verra ça. Prochain rendez-vous pour le PSG cette semaine, donc je le disais, mercredi contre Caen en Coupe de France et samedi prochain en Ligue 1 pour la 25e journée contre Nice au Parc des Princes, avant évidemment le choc des huitièmes de finale aller le 16 février prochain contre le FC Barcelone qu'on débriefera évidemment dans le podcast. Bonne semaine à vous tous et puis on se donne rendez-vous. Et prochain rendez-vous, hein, restez connectés après avoir vu le podcast parce qu'il y a la minute tactique de coach Yacine. Alors tu vas la séparer en deux comme d'habitude? Ouais, sûrement défensif, offensif comme la dernière fois. Voilà. Eh ben, écoutez, le rendez-vous est pris. Restez connectés sur la chaîne YouTube de Paris United. Nico, oui? Ouais, je crois qu'Yacine cherche aussi des gens pour faire la minute où j'opère quelqu'un parce qu'il va faire il va faire des petites vidéos médicales pour ceux que ça intéresse. Donc on cherche des cobayes. C'est rémunéré. Bon, ça fait un peu mal parce qu'il n'est pas encore complètement au point, mais il se débrouille. Mais t'as le détail hein, sur la lésion de la cuisse droite de Di Maria. Moi, j'étais en consultation. Hein. C'est ça. Ah. D'ailleurs, le prochain podcast, prenez votre carte vitale. Hein, elle vous sera exigée. Ouais, envoyez des messages si vous avez envie de conseils. On parle de sécu, hein, les minutes de Yacine. Ah, juste, je me réexcuse au nom de Mousse qui a dû partir en urgence. Voilà, il m'a envoyé un message vite fait. Donc, juste, il s'excuse d'avoir dû quitter le podcast un peu, voilà, vite fait, sans prévenir. Voilà, évidemment, ça arrive des petites urgences médicales comme ça, mais tout va bien. Mousse, voilà. donc, mais voilà, on le retrouvera évidemment dans le prochain podcast en forme. Bonne semaine à tous. Merci Yacine. Merci Nico d'avoir été avec moi. Merci à toi, Hugo. Sur ce 100e Classico remporté par le Paris Saint-Germain, 2-0. Et c'est ça l'information principale de ce podcast quand même. On espère d'autres victoires de cette semaine et notamment la semaine prochaine, en milieu de semaine. Ciao. Ciao.